Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, dis-moi quelle fille tu as été, je te dirai quelle mère tu seras. Si les choses étaient aussi simples que cela. 10 femmes livrent sur le sujet dans un ouvrage collectif leur point de vue et leur expérience sur le sujet, dont la comédienne Marie-Émilie Michel, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille cette semaine notre culture générale autour du thème des glaciers. On fait donc de la géographie. Question du jour, si l'augmentation de la température était limitée à 1,5 degré en 2100, ce qui n'est pas gagné comme vous le savez, quelle proportion des glaciers aurait tout de même disparu? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Denis Mercier. Et puis enfin notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel, sujet du conseil de famille du jour. C'est pas très marrant aujourd'hui, c'est l'effet des violences conjugales sur les enfants, mais c'est absolument essentiel d'en parler. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Marie-Émilie Michel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes comédienne, donc vous êtes plus habituée aux mots des autres. Oui. Donc voilà. Et là, il va falloir que ce soit vos mots à vous. Et vous savez les prononcer puisque vous êtes aussi autrice, co-directrice du collectif L'Île à Lune, dont le prochain spectacle se jouera à Avignon pendant tout le mois de juillet dans le cadre du festival Off. Et vous avez participé à un ouvrage collectif dirigé par Camille Abbé et publié aux éditions Solar qui s'intitule De mères en filles. Et le sous-titre 10 récits de transmission féministe à l'ère de MeToo. De prime abord, le récit que vous livrez, il est très linéaire. On vous accompagne de l'échographie qui révèle, c'est l'échographie au cours de laquelle vous apprenez le sexe de votre enfant bien avant qu'il naisse. Mais on peut aussi lire votre texte comme une enquête avec un mystère à résoudre. Quand et comment devient-on mère? Et là, il y a plein de points de départ possibles. L'un d'entre eux pourrait être l'époque, parce qu'avant de devenir mère, il faut devenir femme, où vous avez su que vous étiez vous-même une fille. Ça a l'air idiot quand je le dis comme ça, mais vous l'écrivez comme ça. Et vous dites que vous l'avez peut-être su quand vous avez commencé à avoir peur dans la vie. Peur de quoi? Alors, moi, j'en avais pas spécialement de souvenirs. C'est en me replongeant, parce qu'il se trouve que voilà, j'écris depuis presque toujours, je dirais, et qu'avec la naissance de ma fille et mes questionnements, j'ai eu envie de me replonger dans mes journaux intimes. Et je pense que j'ai vraiment pris conscience de ça quand j'ai relu. Je pense que j'avais une douzaine d'années. Et que j'ai parlé de peur. Et il y en avait partout. Et ça revenait en fait. Ça peut être la première fois que j'ai dû rentrer seule de l'école. Et je ne me rappelais pas d'avoir utilisé le mot viol. Et je l'utilise à 12 ans. Et là, ça m'a... Vous écrivez dans le livre, ça m'a foudroyé. Ouais. Parce que sinon, je pense que je me suis jamais vraiment pensée, je m'étais jamais vraiment pensée en tant que fille, et même c'est quelque chose que j'ai peu questionné au final. Voilà, j'étais une fille, et là, en y réfléchissant et en lisant ça à des 12 ans, je me suis dit, mais en fait, c'était là. Cette peur-là, en fait, elle était liée à mon genre. Et je le vois encore aujourd'hui parce que même dans mon travail, j'interviens en collège, je fais des ateliers d'écriture, parfois avec des jeunes. Et en fait, je me rends compte qu'elles ont la même peur. Donc ça n'a malheureusement pas beaucoup évolué. Vous citez dans le texte d'ailleurs quelques extraits des textes que produisent ces adolescentes avec lesquelles vous faites ces ateliers d'écriture. Et c'est pareil. Et c'est pareil. Et même très récemment... on faisait un atelier autour du sexisme avec des jeunes, et c'était la même peur, mais de les faire parler, c'était assez intéressant aussi parce que les garçons disaient mais moi aussi j'ai peur, c'est pas forcément une caractéristique des filles, et donc on pousse toujours les discussions. Je dis ok, t'as peur de quoi? Il me dit qu'on m'agresse, je sais pas, qu'on me tape, qu'on me vole mon portefeuille, qu'on me vole mon téléphone. Je dis ok, les filles, vous avez peur de quoi? Qu'on m'agresse, qu'on me viole. Donc je dis c'est pas tout à fait la même peur. Pas tout à fait la même chose. Cette peur de l'agression, cette peur du viol, elle est omniprésente, mais en fait la peur, elle porte sur plein de sujets. Alors toutes les questions d'apparence, ne pas être celle qu'on voudrait qu'on soit, les kilos en trop, le truc. En fait, ça fait quand même une somme
de pression assez considérable. Vous vous en rendez compte en vous relisant de tout ça aussi. Oui, en fait, en réfléchissant et puis aussi à travers, je veux dire, je pense aussi mes réflexions, mes engagements féministes, mes lectures en grandissant. Et je me rends compte que oui, en fait, c'est beaucoup de pression d'être une fille, finalement. Enfin, c'est une prise de conscience de... Et qu'on fait quoi? Qu'on enfouit? Parce qu'il vous faut quand même ressortir ces journaux intimes que vous avez conservés donc, pour vous dire, j'ai vécu ça, je porte cette mémoire, je porte cette... ce sont des stigmates, enfin en tout cas, je porte cette trace en moi. Alors peut-être que moi, je l'avais un peu plus enfoui et que d'autres pas du tout, parce que finalement, dans le livre, on voit qu'on est toutes... qu'on traverse un peu toutes les mêmes choses, qu'on a exactement les mêmes réflexions... et que ce soit sur les injonctions d'apparence physique et de poids dont parle Aurélia Blanc, que ce soit d'autres peurs des violences sexuelles ou des agressions. Donc finalement, on traverse toutes les mêmes choses. Après, est-ce que je l'avais plus ou moins enfoui? Peut-être. Je pense qu'après, il y a eu deux strates, entre guillemets, pour moi. C'est qu'il y a eu l'effet MeToo, de cette libération de la parole, et de se rendre compte que le sexisme, il est aussi dans ma vie. Vraiment, je pense qu'avant, il y avait mon engagement féministe, mais un engagement qui était plus large et du genre, moi, ça va. Enfin, je suis privilégiée. Et je suis certes privilégiée, mais en fait, de me rendre compte, MeToo m'a permis de me rendre compte de plein de petites choses qui ne sont pas forcément acceptables, en fait. Et que j'ai rangé dans un coin sans le voir, sans voir sur le grand tableau, quoi. Y compris les films que vous aimiez quand vous étiez ado, comme Grease, comme Dirty Dancing, comme Sex and the City. Vous dites, mais finalement, tout ça, j'ai adoré, j'étais fan, je pouvais chanter des chansons, danser. Je les aime beaucoup, je les aime toujours. Mais n'empêche que l'idée, c'est toujours de tomber amoureuse de Mr. Big, comme dans Sex and the City, et donc de former un couple. En soi, voilà. Et même, d'ailleurs, moi... Ça a résonné en moi, et d'ailleurs je la cite aussi dans mes ressources, donc voilà, j'étais très heureuse qu'on se croise sur ce livre, mais c'est ce que dit Ovidie aussi, même aussi sur défaire cette espèce de culture de l'amour qu'on nous enseigne, où c'est ça qui va nous sauver, quoi. Et puis, Alors en parlant d'amour qui sauve, on peut faire un couple parental, vous revisitez aussi le couple parental que formaient vos parents, et là avec le recul, vous vous dites finalement... Ma mère, elle a quand même beaucoup porté. Peut-être plus que ce que je croyais à l'époque. Oui. Alors ça, j'en étais très consciente, parce que c'est vraiment, quand je me suis interrogée sur ma maternité, c'est vraiment quelque chose que j'ai dit très, très rapidement au futur père de ma fille, à mon compagnon. Enfin, je ne voulais pas être qu'une mère. Je voulais pas... j'avais besoin de formuler beaucoup de choses, parce que je pense que... voilà, comme dans beaucoup de familles, effectivement, ma mère a mis sa carrière entre parenthèses, a été beaucoup plus présente au quotidien, et je pense que c'était a priori leur choix, et que c'était bien, mais je ne voulais absolument pas que ce soit le mien. Mais vous dites, des grandes différences quand même, c'est que les pères ont plus de choix sur la façon dont ils s'impliquent. En fait, c'est surtout ça. Donc s'ils ne s'impliquent pas, ça retombe sur les mamans, quoi qu'il arrive. Ouais. C'est un petit peu cette forme de déséquilibre. La peur, ça va être pour vous à un moment donné, parce que vous avez vu, je n'ai pas pris votre texte par le début, mais par le milieu. Mais si on revient au début, au moment de l'échographie, elle revient au moment où vous découvrez que vous allez avoir une fille. Et ça, on va parler juste après l'anti-sèche sur pourquoi vous vous dites... Ah, ça va être compliqué. Marie-Émilie Michel, qui est une des 10 voix du livre de mère en fille, 10 voix parmi bien d'autres. Vous avez cité Ovidie, il y a aussi Aurélia Blanc, que vous avez cité aussi d'ailleurs, qu'on avait également accueilli dans cette émission, d'Ohan Buy et Léa Todorov, 10 voix réunies par une 11e, celle de Camille Abbé, qui a coordonné l'ouvrage. On se retrouve juste après l'anti-sèche. On révise les glaciers maintenant. Denis, bonjour. Bonjour Emmanuel. Denis Mercier, professeur de géographie à Sorbonne Université, qui publie ce très riche atlas des glaciers aux éditions Autrement. Les cartes sont signées Gaël Sutton, qui est cartographe, qui travaille souvent sur ces problématiques, notamment de réchauffement climatique. Et c'est justement une question de réchauffement climatique aujourd'hui. Elle était, si l'augmentation de la température était limitée à 1,5 degré en 2100, et on va quand même resurligner pour la 15e fois qu'on n'est pas du tout sûr de réussir à ce que ça ne soit que 1,5, quelle proportion des glaciers aura disparu ? Alors
50% pour les glaciers les plus petits à la surface de la planète. La moitié. La moitié des glaciers disparaîtront à l'horizon 2100 pour ceux qui ont une superficie de moins d'1 km². Et si on prend 4 degrés de plus à l'horizon 2100, ce qui est finalement la feuille de route présentée par la ministre de la Transition environnementale ces derniers jours pour préparer les Français à cette augmentation de température, le scénario retenu par les gouvernants, c'est plus 4 degrés. Et dans ces cas-là, c'est plus de 95% de ces plus petits glaciers qui auront disparu à l'horizon 2100. Alors, petits glaciers, alors a fortiori, s'ils ne sont pas très élevés, parce qu'une des, un des indices de la robustesse ou de la solidité, je ne sais pas comment on dit, d'un glacier, c'est l'altitude. Alors l'altitude et leur position sur l'échiquier mondial des glaciers, de la cryosphère, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en haute latitude, parce que plus vers les pôles. Plus vers les pôles, dans les milieux polaires, Voilà. à 80 degrés de latitude nord au Spitzberg par exemple, on a encore des glaciers qui sont pratiquement au niveau de la mer. Donc eux pourront, ils sont mal placés aussi puisqu'ils sont en voie de retrait, et parce que le bassin arctique se réchauffe beaucoup, mais les glaciers qui sont à très haute altitude, mais placés sous l'équateur en Indonésie, en Afrique, ils ne dans sont les pas Andes, protégés par leur altitude. s'ils sont à moins de 5000 mètres d'altitude, ils auront aussi disparu. La mer de glace, par exemple, emblématique, d'une longueur de 20 km, elle pourrait reculer, écrivez-vous, de 2 à 6 km d'ici 2050 et même disparaître. Oui, alors quasiment la totalité des glaciers alpins du massif alpin européen auront disparu à l'horizon 2100, et il ne resterait que les parties les plus hautes au-dessus de 3500 mètres pour avoir encore un peu de glacier. Donc les emblématiques glaciers comme la mer de glace, mais le glacier d'Aletsch aussi en Suisse font partie de ces glaciers qui sont très mal placés à l'horizon 2100 avec un réchauffement climatique. Et les glaciers des Pyrénées, nos glaciers français ou espagnols, auront disparu d'ici 10 à 20 ans. Et le souci, c'est que ça ne s'arrête pas en 2100. Non, parce qu'on est dans un interglaciaire avec donc depuis plus de 10 000 ans un réchauffement climatique, que nous avons des sociétés qui consomment beaucoup de gaz à effet de serre, et donc les trajectoires d'augmentation de la température qui conditionnent finalement ce thermostat qui conditionne la présence ou l'absence de glaciers a une tendance, on chauffe, et en 2100, en 2200, en 2300, on a des courbes qui montrent que la température continuera de s'élever malheureusement. Un des problèmes que cela pose, c'est un problème pour la recherche, qui est que les glaciers, écrivez-vous, ce sont des archives climatiques absolument extraordinaires. C'est les fameuses... Oui, parce non, que... pas de calottes, mais carottes. Les carottes de glace, notamment en Antarctique et au Groenland... Tout le monde a vu ça, c'est quand on va chercher une carotte, quoi. C'est ça, et on peut reconstituer la composition de l'atmosphère au moment où les flocons de neige se sont déposés sur le glacier, et se sont progressivement transformés en glace. Et on a des archives climatiques. L'équipe franco-internationale européenne, mais surtout à côté de la station franco-italienne du Domsée en Antarctique, vient de remonter une carotte avec 1 200 000 ans pour l'âge d'archives climatiques, wow. Quelque chose d'exceptionnel. Au Groenland, les archives qui avaient pu être remontées, on a 130 000 ans d'histoire climatique. Donc c'est effectivement dans ces carottes de glace que l'on peut reconstituer la composition. C'est les seules traces qu'on a, c'est la seule façon de... On peut aller... un petit peu l'air qu'on respirait. Alors, pour reconstituer la composition chimique de l'atmosphère et les gaz à effet de serre, c'est effectivement un très très bon indicateur. Denis Mercier, merci beaucoup, professeur de géographie à Sorbonne Université, auteur de cet atlas des glaciers paru aux éditions Autrement, avec des cartes signées Gaël Sutton. On va continuer à tirer le fil puisqu'on se retrouve demain. La question pour demain est la suivante. Le niveau moyen des mers s'est élevé au cours du XXe siècle, mais de combien s'est-il élevé ? Évidemment, il y a un petit lien avec les glaciers. La réponse demain. Pour l'instant, on retrouve Marie-Émilie Michel, suite du Grand Oral. Marie-Émilie Michel qui a participé à cet ouvrage d'e-récit de transmission féministe à l'ère de MeToo qui vient de sortir aux éditions Solar. Et donc, j'ai commencé un peu par le milieu de l'ouvrage. Quand vous dites, à un moment donné, je retrouve mes journaux intimes, je découvre que je suis une fille. Et puis ça m'évoque aussi le fait que je travaille avec d'autres jeunes femmes et qu'elles vivent la même chose. Mais le vrai tout début, c'est une échographie, le liquide gluant sur votre ventre, et on vous dit, ah, c'est une fille. Et là, je dois dire que j'ai été un peu déçue.
Carrément. Non, mais ça a duré quelques instants, mais voilà, je pense que je m'étais construit un truc enfin voilà, je m'étais imaginé que j'attendais un garçon, que ce serait un super défi d'élever un futur homme féministe et voilà, j'avais construit ça dans ma tête et après je pense aussi, enfin déçue, voilà. Je ne voudrais pas que ma fille entende ça parce que c'est pas le cas au final, mais voilà, j'ai eu un petit poids en fait. Vous rentrez à la maison, vous vous dites je vais me rassurer, vous tapez relation mère-fille sur Google et là. C'est pas du tout rassurant. Non, mais je me rends compte que voilà, ce poids, il vient. Je me dis bon, je vois évidemment la complicité que je peux avoir avec mon père, les petites zones de conflit que je peux avoir avec ma mère, mais je me dis mais pourquoi j'ai cette image quoi. Et en fait, voilà, dès qu'on regarde sur Google, c'est quand même très très récurrent de la rivalité, voilà, comment apaiser le rapport mère-fille. Enfin, voilà, je me rends compte que j'ai l'impression qu'il y a une phase de rivalité obligatoire. Que pour se construire, à un moment, il faudra être en opposition. Enfin, en tout cas, je me rends compte que moi, c'est mon imaginaire. Après, voilà, j'ai des amis qui ont des relations hyper fusionnelles avec leur mère. Moi, c'était pas le cas, donc j'étais un peu dans cet entre-deux à me dire, bon, voilà, je sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai pas du tout envie d'aller vers cette rivalité-là. Et donc, au lieu de vous poser la question de savoir comment vous allez élever votre garçon de manière non genrée, vous vous demandez, en tant que féministe, comment élever votre fille. D'ailleurs, féministe, vous l'êtes devenue comment? Parce que j'entends en tant que prise de conscience politique, hein, du moment où vous dites qu'il y a un combat à mener. Je pense que c'est par la scène. Je pense que c'est vraiment. Je pense que ça a été vraiment par la scène, par une des premières pièces dans laquelle j'ai joué qui parlait des femmes en Iran. Donc, je pense que c'est par là que ça s'est fait, engagement politique, et que je me suis rendu compte des inégalités, puis que progressivement, je me suis intéressée à celle du quotidien et à celle voilà, et à comprendre que en fait, tout ce que je mettais dans ces peurs ou dans les injonctions, etc., en fait, c'était un système. Et que tout ça était très politique. Au point quand même de fonder et de co-diriger aujourd'hui un collectif, Lila Lune, il y a une, etc. d'ailleurs, ça s'appelle, je crois. Oui, un collectif si je veux être très complet. Compagnie théâtre engagée pour les droits des femmes. Oui, c'est clairement... ça se manifeste comment, quoi? C'est des choix de texte, j'imagine? C'est des choix de... Oui, c'est clairement devenu notre ligne artistique. Donc moi, je co-dirige cette compagnie avec Nathalie Maty, qui est autrice de la plupart de nos créations. Et c'est clairement devenu quelque chose qui est notre choix, dans les créations qu'on porte. Donc l'une des premières était sur les femmes en Iran. Ensuite, on a eu Notre sang, qui est une pièce qui parle du devenir mère et de l'accouchement. Elle a suivi une sage-femme en maternité pendant plusieurs mois. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de cet engagement-là, de parler du postpartum, d'être mère concrètement, de l'accouchement, de se réapproprier aussi un savoir médical qui a été assez confisqué aux femmes. Et Nos âmes faibles, celles qu'on joue à Avignon. Théâtre transversal, tout le mois de juillet. C'est aussi ça. Enfin, elle part de son histoire familiale. C'est toujours Nathalie Maty qui l'a écrit, mais en fait, elle dit beaucoup d'autres choses. Elle a découvert que son père, en fait, a eu une fille 15 ans avant elle, qu'il n'a pas reconnue, qu'il a refusé de reconnaître, même puisqu'il y a eu un procès. Et ce qui nous intéresse, nous aussi, à travers ce récit, c'est ce procès, parce qu'il a fait témoigner 4 de ses amis. Des faux témoignages au final, mais pour dire que cette femme, parce qu'on est en 1968, hein, donc avant le droit à l'avortement, que cette femme a couché avec tout le monde et qu'il est impossible de savoir qui est le père. Donc elle est repartie en perdant ce procès avec son enfant sous le bras. Et voilà, et nous, c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est de raconter ces histoires et de les partager. Voilà. Les modèles qu'on renvoie, les représentations qui sont offertes par la culture sont extrêmement importants pour faire bouger les lignes, les livres, les films. Vous proposez une série de ressources, vous l'avez déjà signalé, et comme vous le faites toutes d'ailleurs dans le bouquin. On ne peut pas toutes les citer, mais qu'est-ce qui vous tiendrait particulièrement à cœur? Alors,
Je peux vous les retrouver d'ailleurs si vous n'avez pas tout en tête. Il y a Ovidie, ça vous l'avez déjà dit. Lorraine Bastide. Chimamanda Ngozi Adichie, l'autrice nigériane, que vous n'êtes pas la seule à citer d'ailleurs. Oui, on est plusieurs. Vous êtes plusieurs, c'est assez amusant. On est plusieurs parce que je crois que ce qu'elle dit sur éduquer les filles et les garçons est important. Et les livres que vous voudriez faire lire à votre fille, à Martine Delvaux, Le monde est à toi, lettres de mère en fille. Ouais, je ne suis pas la seule à la citer d'ailleurs. Exactement. Pauline Armand, j'en parle aussi. Et il y a Sex Power Month aussi de Camille Emmanuel. Absolument. Parce que moi, je l'ai lu, je pense, tardivement. Et je me suis dit, si j'avais lu ça à mon entrée dans la sexualité. Ça aurait été autre chose. Ouais. Au cœur de ce que vous voulez transmettre à votre fille, c'est assez logique d'ailleurs, quand vous reprenez vos journaux intimes, il y a j'aimerais bien qu'elle n'ait pas peur. Mais comment au quotidien aussi, elle a quel âge maintenant d'ailleurs? Parce qu'elle est toute petite. Elle a 5 ans et demi. Ouais, voilà. Oui, mais quand même. Comment on apprend à un enfant, tout simplement, je ne vais pas dire fille ou garçon, mais fille particulièrement, c'est pas les mêmes peurs, on l'a dit. Comment lui apprendre à ne pas avoir peur au quotidien? Je sais pas. Je ne sais pas encore parce que je pense qu'il y a la théorie et la pratique et que pour l'instant c'est facile. Quand elle sera adolescente et qu'elle sortira le soir, je pense que ce sera autre chose. Je ne sais pas, mais en tout cas peut-être que en ça je rejoins aussi Sophia Srabi sur les modèles. Peut-être que j'ai pas la réponse sur tout, mais que déjà voilà, faire des choix. Nous on a parce que j'ai lu aussi d'ailleurs récemment que dans certaines études, c'était une façon aussi de leur donner des armes contre les violences sexuelles ou l'inceste. On a choisi, comme je le dis dans le livre avec son père, de nommer les parties de son corps, de ne pas en faire des tabous. Voilà. Alors ça peut paraître étonnant parce que j'ai vu que ça choquait entre guillemets certaines personnes aussi. Elle dit je me suis cogné la vulve. Mais voilà, elle sait qu'elle a une vulve. Et voilà, c'est des petites choses comme ça. J'essaye de pas d'encourager sa liberté. Mais je sais pas comment on fait pour pas avoir peur. Mais en tout cas, j'essaye aussi du coup. En tout cas, c'est une démarche très active. Ouais, et très consciente. Je crois. En tout cas, c'est passionnant parce que ça me force aussi moi à déconstruire plein de choses, à m'interroger. Camille Abbé, qui a coordonné ce livre, elle dit en intro que beaucoup d'autrices lui ont confié combien cet exercice d'introspection les avait chamboulées. C'est ma dernière question. Est-ce que ça vous a chamboulé d'écrire ce texte? Ce beau texte, je ne peux pas encore dire que c'est un beau texte, je peux le dire maintenant. Voilà, et il y en a 9 autres qui sont très bien aussi. Je ne sais pas si ça m'a chamboulé, mais ça m'a permis de m'interroger et surtout ça m'a quelque part apaisée parce que je me dis que quelle que soit la relation que j'entretiendrai avec ma fille plus tard, j'espère que voilà, il restera ça et elle verra que je me suis interrogée et surtout que je l'aime immensément et c'est ce que j'espère qu'il restera. C'est ce qui ressort en vous lisant. Merci beaucoup. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. De mère en fille, 10 récits de transmission féministe à l'ère de MeToo. Ça vient de sortir chez Sola. Donc 10 femmes qui parlent, dont vous, et c'est sous la direction d'une 11e qui est Camille Abbé. Et on retrouve votre compagnie au Théâtre Transversal tout le mois de juillet à Avignon pour le Off d'Avignon avec le spectacle Nos âmes faibles. On va maintenant faire un petit conseil de famille sur les violences conjugales, sujet pas très joyeux, et en se posant la question de savoir s'il y a moyen de protéger un petit peu les enfants. Candice Anzel, et merci. Denis, qu'on retrouve demain. Comme toutes les semaines, notre rendez-vous avec Candice Anzel pour le conseil de famille. Candice, bonjour. Sujet grave aujourd'hui, sujet absolument essentiel. En France, une femme est assassinée par son conjoint tous les 2 jours et demi en moyenne. Ça fait 125 femmes par an et chaque année, surtout non, parce que 125 c'est terrifiant, mais en plus, des centaines de milliers de femmes subissent des violences physiques, psychologiques, sexuelles. Derrière ces chiffres, il y a des histoires, des cris que personne n'entend. Il y a aussi des enfants et c'est de ces enfants qu'on parle aujourd'hui dans le conseil de famille. C'est vrai que quand on parle souvent de violences conjugales, on oublie souvent qu'elles ne s'arrêtent pas seulement aux femmes. Les enfants grandissent dans ces foyers où l'amour est déformé par la peur. Chaque bruit de porte peut être le signal du pire. Ils voient, ils entendent, et même quand ils ne sont pas directement frappés, ils sont victimes. Un enfant qui grandit dans la violence conjugale vit avec l'angoisse quotidienne en fait de voir sa mère mourir et a peur de la brutalité que ça engendre. Donc il apprend à se taire, à disparaître, à ne pas déranger. Il porte en lui les blessures invisibles qui façonneront sa manière d'aimer, de se protéger et de faire confiance au monde. Et on ne parle pas seulement des violences physiques. Non, évidemment, parce que les violences psychologiques laissent
évidemment des blessures invisibles qui peuvent tout aussi être destructrices. Donc par exemple, chez les enfants exposés, on retrouve des troubles du comportement, des difficultés scolaires, la peur de l'abandon, des risques accrus évidemment de reproduire ou de subir des violences à l'âge adulte. Alors justement, face à ces violences et aux conséquences psychologiques et émotionnelles, comment peut-on aider ces enfants? Alors déjà, ce qu'il faut, c'est que la maman lui parle et le rassure. Même si l'enfant ne parle pas de ça, il ressent forcément la tension. Donc il est essentiel qu'elle lui dise « ce que tu vois ou entends n'est absolument pas normal. Et ce n'est pas de ta faute et je vais tout faire pour que nous soyons en sécurité. » Elle peut aussi lui offrir un espace de parole sécurisé en le laissant s'exprimer sans le forcer, en lui proposant par exemple un carnet pour écrire ou dessiner ce qu'il ressent. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils établissent ensemble un plan de sécurité. Donc là, c'est en cas d'urgence. Exactement. Voilà, si la situation est dangereuse, il est crucial en fait que l'enfant sache comment réagir. Donc déjà, apprendre évidemment un numéro d'urgence par cœur. Le 119 en France, c'est le numéro d'aide à l'enfance, mais aussi le 17 pour la police, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers en fonction de la situation. Convenir d'un mot ou d'un code, en tout cas, que la maman peut utiliser pour lui signaler qu'il faut par exemple appeler de l'aide, et puis lui expliquer où aller en fait en cas d'urgence. Donc par exemple chez un voisin de confiance, à l'école, un commerçant. Donc c'est très important. Et il y a une association dont l'action vous est chère qui s'appelle 125 et après, à l'œuvre au quotidien pour aider les victimes à s'en sortir. Exactement. C'est une association qui a été fondée par Sarah Baruch et qui ne se contente pas en fait d'offrir juste un refuge. Elle reconstruit, elle accompagne, elle redonne une dignité et elle offre un soutien juridique, psychologique et social. Elle rappelle aux femmes, aux familles, qu'elles ne sont pas seules, qu'un avenir est possible après la peur, après les menaces et après l'enfer. Donc en France, il faut rappeler quand même que près d'une femme sur 5 est victime de violence conjugale au cours de sa vie. C'est énorme. Candice, vous portez aujourd'hui un t-shirt sur lequel il est inscrit Together. C'est le nom d'une action qui a commencé le 8 mars et qui est portée par cette association. Vous nous en dites un peu plus? Oui, parce que dans cette lutte, évidemment, chaque action compte. Donc l'opération Together, qui est menée en partenariat avec la marque Bache, a pour but en fait de renforcer la détection des violences et l'accompagnement des femmes. Les bénéfices de ce t-shirt que je porte sont intégralement reversés à l'association. Mais c'est pas tout. Ça s'arrête pas là. En fait, le test « Suis-je victime de violences conjugales » qui est développé par l'association est affiché en fait dans les cabines d'essayage et les vendeuses sont également formées par l'association pour écouter et orienter en fait les potentielles victimes dans un environnement sûr et inclusif. Donc voilà. Je sais, c'est pas un sujet mais très facile. Mais on n'est pas là que pour parler des sujets faciles. Exactement, et surtout, ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci beaucoup, Candice, pour ce conseil de famille sur effectivement un sujet grave. Et on apprend les numéros de téléphone par cœur, 119, 15, 17, 18. Même s'il se trompe, l'enfant, l'important, c'est qu'il appelle un des 4. Exactement. C'est quand même ça l'idée. C'est un sujet, en 30 secondes, parce que l'émission touche à son terme, mais quand Candice est arrivée, vous avez dit c'est un sujet qui me touche. Oui, c'est un sujet qui me touche, même notamment dans l'actualité en ce moment, sur ces mères qui perdent les droits sur leurs enfants parce qu'elles ont dénoncé des violences. Des pères. Et ça, je trouve que c'est exactement ça. C'est très important. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Candice, merci beaucoup Marie-Émilie de nous avoir accompagnés dans toute cette émission. Je renvoie une fois plus à Deux mères en filles, 10 récits de transmission féministe à l'ère de MeToo. C'est chez Solar et puis au Festival d'Avignon pour le spectacle. Ce sera au Théâtre Transversal de votre compagnie. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission qui sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.